Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le Burundi veut se retirer de la Cour pénale internationale. Les députés et les sénateurs se sont prononcés majoritairement en faveur du retrait. Les autorités burundaises avaient dénoncé l'ouverture d'une enquête onusienne sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis avril 2015. Le gouvernement kényan s'attaque à la corruption lors des contrôles de police. Une nouvelle loi instaure un montant précis à payer pour chaque infraction. Le texte devrait donc changer le comportement des automobilistes, les incitant à régler leur amende au lieu de verser un pot de vin. Et puis c'est un témoignage inédit, celui d'un soldat français qui a combattu les indépendantistes camerounais de l'UPC dans les années 60. La guerre a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Vous verrez dans ce journal un reportage exceptionnel qui revient sur le rôle de l'armée française. C'est une première dans l'histoire. Le Burundi va peut-être devenir le premier pays à se retirer de la CPI. Défendu par la ministre de la Justice, le projet de retrait a été adopté par les députés puis par les sénateurs lors d'une procédure accélérée. Le texte doit désormais être promulgué par le président Pierre Nkurunziza dans les jours à venir. Le gouvernement burundais avait très largement critiqué le rôle de la CPI. Je vous propose d'écouter la ministre de la Justice burundaise. Le Burundi constate que la Cour pénale internationale est devenue un instrument de pression sur les gouvernements des pays pauvres ou un moyen de les déstabiliser. Le constat amer est que depuis la création de la Cour pénale internationale, seuls les ressortissants des pays africains ont été traduits devant la Cour comme si le reste du monde était à l'abri des crimes. Et la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait lancé en avril un examen préliminaire sur des meurtres, tortures et viols, notamment au Burundi, en raison de la crise politique. Le retrait du Burundi de la CPI ne met pas pour autant le pays à l'abri de la justice internationale. Joint par France 24, le porte-parole de la procureure rappelle que les processus de retrait pourraient prendre 1 an et que cela n'affecte en rien les décisions ou obligations existant antérieurement. Fin de citation. À direction la Centrafrique, depuis 1 mois en province, de nombreux villages sont toujours victimes des groupes armés. Aujourd'hui même, les habitants d'une ville du Nord ont été victimes d'une partie des ex-rebelles de la Séléka, des violences qui interviennent au moment où le président a reçu certains acteurs du conflit pour engager le désarmement des milices. Les explications de notre correspondant à Bangui, Édouard Dropsy. Ce mercredi devait être une journée importante pour le retour de la paix en Centrafrique. Le président Touadéra avait convié au palais présidentiel les acteurs de la crise, à savoir les représentants des groupes armés, l'ONU, les membres de la société civile, afin d'entamer le processus de DDRR, un outil de l'ONU qui vise à démobiliser et désarmer les ex-combattants, mais également à les réinsérer dans la société. Mais dans la matinée, on a appris qu'à Kagabandoro, une ville dans le nord du pays, des ex-Séléka qui contrôlent la ville et qui ne font pas partie de ce processus se sont introduits dans le camp de déplacés, tuant des civils. Il y aurait également une trentaine de blessés et sur les 7000 déplacés que comptait le camp, 5000 se sont réfugiés dans la base de la MINUSCA, la force onusienne en présence. Lors de la réunion de la matinée, le général Mohamed Dafan, un ex-responsable de la Séléka, appelait ses anciens frères d'armes à rejoindre le processus de paix. Il n'y a plus de raison de rester seul sur le quai et donc il faut que les autres viennent nous rejoindre sur ce chemin de la paix et de la réconciliation, qui est le seul chemin du développement. Ces événements interviennent 1 semaine après de nouvelles violences qui ont fait une douzaine de morts à Bangui et 1 mois avant la très attendue conférence des bailleurs qui se tiendra à Bruxelles mi-novembre. Nous vous annoncions hier la signature proche d'un accord entre le gouvernement et l'opposition en République démocratique du Congo. Pourtant, les principaux leaders de l'opposition n'ont pas participé au dialogue national à Kinshasa. Je vous propose d'écouter la réaction à cette annonce de l'opposant Martin Fayoulou au micro de Jean Barrère et Salima Belhadj. Le dialogue qui se tient actuellement à la Cité de l'Union africaine, c'est la famille Kabila recomposée. Donc on ne peut pas parler d'un accord. Un accord sans Tshisekedi, un accord sans le rassemblement, ce n'est pas un accord. C'est pour cela, nous, au rassemblement, nous avons terminé notre conclave et nous avons dit qu'il faut un dialogue inclusif. Un dialogue qui puisse mettre les 2 camps en face pour voir comment nous allons résoudre la crise que M. Kabila vient de créer.
Une crise qui inquiète l'ONU. L'envoyé spécial des Nations Unies pointe du doigt l'instabilité politique en RDC et met en garde contre des violences à grande échelle. Au Kenya, cette nouvelle loi qui va changer la vie des automobilistes. Désormais, chaque infraction routière aura une amende au montant précis. L'objectif, permettre aux Kenyans de savoir combien ils doivent payer en cas d'arrestation. Jusqu'à présent, la tarification était plutôt opaque, un vide juridique qui entraînait une forte corruption de la police. Mais l'État semble décidé à y mettre un terme. Le reportage de Bastien Renouille et Élodie Cousin. À l'heure de pointe à Nairobi, c'est plus d'1 million de véhicules qui cherchent à se faufiler dans les embouteillages. C'est le moment de la journée le plus difficile pour éviter les contrôles de police. Joe est chauffeur de taxi depuis 6 ans. Faire face à ce qu'il qualifie de racket, c'est son quotidien. Et cela impacte fortement son activité. Sur la route, la police ne fait pas forcément respecter la loi. Leur objectif, c'est de se mettre de l'argent dans la poche. La plupart du temps, ils me demandent environ 20 €. Chaque conducteur kényan a un jour été victime de racket. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. Classé 29e pays le plus corrompu de la planète par l'ONG Transparency International, le Kenya affiche sa volonté de s'en sortir. Depuis longtemps, les associations d'automobilistes réclamaient un barème fixe pour les amendes relatives aux infractions routières, car pour elles, la police n'est pas la seule responsable. Ce sont certains conducteurs qui corrompent la police. Car quand ils se font attraper après une infraction, ils veulent s'en sortir facilement, donc ils proposent de l'argent. Mauvais conducteurs et policiers corrompus, la faute est partagée. Il était important d'agir pour les autorités kenyanes. La corruption ne va pas dans un seul sens, mais dans les deux. Je viens et je te donne de l'argent. Si les gens pouvaient comprendre qu'ils font une erreur, qu'ils n'auraient pas dû le faire, alors je suis sûr que les accidents diminueraient. Avec plus de 3000 morts sur les routes chaque année, le gouvernement se devait d'agir. Les nouvelles amendes seront d'abord testées à Nairobi, avant d'être étendues au reste du pays. C'est une période méconnue des relations entre la France et l'Afrique. Dans les années 50 et 60, l'armée française a combattu au Cameroun ceux qu'elle qualifiait de rebelles, les membres de l'UPC. Une guerre qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts selon les historiens. France 24 a obtenu le récit d'un témoin capital, une enquête en France et au Cameroun, signée Nicolas Germain. Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamileke. En tant que pilote d'hélicoptère, il a assisté à plusieurs massacres commis par le régime camerounais. Un régime fortement soutenu, armé et financé par la France. L'armée ciblait les villages supposément acquis à l'UPC, un parti qui s'opposait au président Amadou Ahidjo. Pour l'UPC, l'indépendance en 1960 était factice et Ahidjo était aux ordres de la France. Pour la première fois à la télévision, Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils ne les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Les bonnes femmes, elles avaient des balles, elles avaient pris de la Kalachnikov aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, ils coupaient les seins et ils les éventraient. Lors de ces massacres, Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. Ce sont les auteurs du livre intitulé « La guerre du Cameroun » qui vient de paraître, qui ont retrouvé la trace de ce témoin capital. Les Français ont continué de façon très discrète, en pilotant les opérations, plus qu'en étant vraiment massivement sur le terrain, à réprimer non seulement le mouvement nationaliste représenté par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, mais également les populations suspectées de soutenir ces mouvements qui étaient qualifiés de subversifs. Donc ça a été une répression à la fois très discrète, voire secrète, c'est-à-dire qu'en métropole, dans l'ex-métropole, en France, personne n'était au courant que ces opérations militaires étaient en cours.
Des opérations à la fois donc très discrètes, très secrètes, et en même temps extrêmement violentes. Sur place au Cameroun, certains se souviennent encore de la période des massacres. Tadei Yemelong a été le garde du corps du dernier grand leader historique de l'UPC, Ernest Ouandié. C'était vraiment une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître même si c'est un homme ou c'est un enfant. Ils bombardaient ça. Tadei Yemelong a combattu pendant des années dans la région des Bamileke contre les forces françaises et le régime camerounais. Il a été grièvement blessé. Je me suis renversé dans un trou quand nous sommes tombés dans une embuscade avec Wandi. Je suis tombé dans un trou évanoui. On m'a transporté pour aller laisser à l'hôpital. Aujourd'hui, certaines associations camerounaises veulent aller plus loin et comptent demander des réparations à la France pour son rôle dans cette guerre très discrète, mais qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, selon des historiens français et camerounais. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite Aude Lecris pour la suite de Paris Direct. Je vous retrouve quant à moi dans 45 minutes. De l'ONU qui vise à démobiliser et désarmer les ex-combattants, mais également à les réinsérer dans la société. Mais dans la matinée, on a appris qu'à Kagabandoro, une ville dans le nord du pays, des ex-Séléka qui contrôlent la ville et qui ne font pas partie de ce processus se sont introduits dans le camp de déplacés, tuant des civils. Il y aurait également une trentaine de blessés et sur les 7000 déplacés que comptait le camp, 5000 se sont réfugiés dans la base de la MINUSCA, la force onusienne en présence. Lors de la réunion de la matinée, le général Mohamed Dafan, un ex-responsable de la Séléka, appelait ses anciens frères d'armes à rejoindre le processus de paix. Il n'y a plus de raison de rester seul sur le quai et donc il faut que les autres viennent nous rejoindre sur ce chemin de la paix et de la réconciliation, qui est le seul chemin du développement. Ces événements interviennent une semaine après de nouvelles violences qui ont fait une douzaine de morts à Bangui et un mois avant la très attendue conférence des bailleurs qui se tiendra à Bruxelles mi-novembre. Se retirer de la CPI, défendu par la ministre de la Justice. Le projet de retrait a été adopté par les députés puis par les sénateurs lors d'une procédure accélérée. Le texte doit désormais être promulgué par le président Pierre Nkurunziza dans les jours à venir. Le gouvernement burundais avait très largement critiqué le rôle de la CPI. Je vous propose d'écouter la ministre de la Justice burundaise. Le Burundi constate que la Cour pénale internationale est devenue un instrument de pression sur le gouvernement des pays pauvres ou un moyen de les déstabiliser. Le constat amer est que depuis la création de la Cour pénale internationale, seuls les ressortissants des pays africains ont été traduits devant la Cour comme si le reste du monde était à l'abri des crimes. Et la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait lancé en avril un examen préliminaire sur des meurtres, tortures et viols, notamment au Burundi, en raison de la crise politique. Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le Burundi veut se retirer de la Cour pénale internationale. Les députés et les sénateurs se sont prononcés majoritairement en faveur du retrait. Les autorités burundaises avaient dénoncé l'ouverture d'une enquête onusienne sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis avril 2015. Le gouvernement kényan s'attaque à la corruption lors des contrôles de police. Une nouvelle loi instaure un montant précis à payer pour chaque infraction. Le texte devrait donc changer le comportement des automobilistes, les incitant à régler leur amende au lieu de verser un pot de vin. Et puis c'est un témoignage inédit, celui d'un soldat français qui a combattu les indépendantistes camerounais de l'UPC dans les années 60. La guerre a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Vous verrez dans ce journal un reportage exceptionnel qui revient sur le rôle de l'armée française. C'est une première dans l'histoire. Le Burundi va peut-être devenir le premier pays. Nous vous annoncions hier la signature proche d'un accord entre le gouvernement et l'opposition en République démocratique du Congo. Pourtant, les principaux leaders de l'opposition n'ont pas participé au dialogue national à Kinshasa. Je vous propose d'écouter la réaction à cette annonce de l'opposant Martin Fayoulou au micro de Jean Barrère et Salima Belhadj. Le dialogue qui se tient actuellement à la Cité de l'Union africaine, c'est la famille Kabila récomposé. Donc on ne peut pas parler d'un accord. Un accord sans Tshisekedi, un accord sans le rassemblement, ce n'est pas un accord. C'est pour cela, nous au rassemblement,
Nous avons terminé notre conclave et nous avons dit qu'il faut un dialogue inclusif, un dialogue qui puisse mettre les deux camps en face pour voir comment nous allons résoudre la crise que M. Kabila vient de créer. Une crise qui inquiète l'ONU. L'envoyé spécial des Nations Unies pointe du doigt l'instabilité politique en RDC et met en garde contre des violations du Burundi de la CPI. Ne met pas pour autant le pays à l'abri de la justice internationale. Joint par France 24, le porte-parole de la procureure rappelle que le processus de retrait pourrait prendre 1 an et que cela n'affecte en rien les décisions ou obligations existant antérieurement. Fin de citation. À direction la Centrafrique, depuis 1 mois en province, de nombreux villages sont toujours victimes des groupes armés. Aujourd'hui même, les habitants d'une ville du Nord ont été victimes d'une partie des ex-rebelles de la Seleka, des violences qui interviennent au moment où le président a reçu certains acteurs du conflit pour engager le désarmement des milices. Les explications de notre correspondant à Bangui, Édouard Dropsy. Ce mercredi devait être une journée importante pour le retour de la paix en Centrafrique. Le président Touadéra avait convié au palais présidentiel les acteurs de la crise, à savoir les représentants des groupes armés, l'ONU, les membres de la société civile, afin d'entamer le processus de DDRR, un outil